Bonjour à tous, merci d'être présents pour le MAG Assurance TV, le MAG des sujets liés à l'innovation et à la transformation du secteur de l'assurance. Nous sommes en direct pendant 52 minutes. Alors dans ce nouveau MAG, 2 plateaux, nous avons le plaisir de faire un premier plateau avec des personnalités du secteur de l'assurance sur les quelques innovations qui ont retenu notre attention. Et dans 25 minutes, nous aurons un second plateau consacré à un débat sur l'intelligence artificielle et l'assurance. Et puis surtout, pensez à poser vos questions sur le live tweet #Assurance TV. Alors ce n'est un secret pour personne, excusez-moi. Le secteur de l'assurance se transforme. Au-delà du métier historique et du cœur de métier historique de l'assurance, de nouveaux scénarios émergent. Il semble qu'il y ait par exemple 2 scénarios stratégiques différents. Soit s'installer dans le quotidien des Français, y compris avec des services qui vont au-delà du cœur de métier de l'assurance, ou alors être là au bon moment et au bon endroit avec des services liés au cœur de métier de l'assurance. L'assurance est-elle le nouvel ange gardien des Français et des assurés ? L'assurance est-elle là, toujours là au bon moment et au bon endroit? Pour en parler, nous avons réuni des personnalités sur ce plateau. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Franck Levallois. Vous êtes membre du comité exécutif d'Alliance France en charge de la distribution et sponsor de l'activité Midcorp. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Antoine Trarieux, bonjour. Bonsoir. Vous êtes membre du comité exécutif, vous êtes directeur des services connectés automobiles, pôle stratégie, innovation et développement d'Intermutuelle Assistance. Et enfin Jocelyn Varou, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général de la mutuelle familiale. Bonjour à tous, nous allons commencer ce premier plateau par une question un peu de contexte général qui reprend mon introduction. Alors faut-il s'installer dans le quotidien des Français, y compris avec des services qui vont au-delà du cœur de métier historique de l'assurance, ou être simplement, c'est déjà bien, là, au bon moment et au bon endroit, avec des services liés au cœur de métier de l'assurance. Alors messieurs, quelles sont vos positions? Jocelyn? Très rapidement, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est quitte à aller un peu sur un marronnier, mais depuis 20 ans, nous assistons à un corpus de règles, qu'elles soient nationales ou supranationales, à travers les directives communautaires, évidemment, de 92 sur l'assurance, qui fait que se concentrer sur son cœur de métier, alors que tout le monde a le même code, le code des assurances, le code de la sécurité sociale ou le code de la mutualité, c'est se risquer sur une banalisation dont je ne suis pas certain, en tout cas y compris la mutuelle familiale, que nous en sortions sincèrement gagnants. Ça, c'était le premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, eh bien, cette question, nous la posons directement à nos adhérents, puisque tout au long de l'année, nous organisons des sessions, que ce soit à Paris, en province, en Île-de-France ou ailleurs, avec nos adhérents, et c'est typiquement le genre de questions qu'on leur pose. Donc je reviendrai dessus. Donc vous attendez les réponses. Ouais, j'attendrai. Non, je reviendrai dessus tout à l'heure, je crois. D'accord. Voilà. Franck, Antoine, une réaction à cette première question ? Oui, de mon côté, je dirais un petit peu les deux, sans vouloir casser le débat. D'une part, il sera essentiel dans les années qui viennent d'être capable pour des sociétés d'assurance, mais aussi d'assistance comme la nôtre, de multiplier les occasions de contact avec les assurés. Donc certainement de rechercher de nouvelles pistes de services à valeur ajoutée. Et le deuxième élément qui répond à votre suggestion, c'est la pertinence. Nos actions devront être de plus en plus pertinentes, donc de plus en plus affinées. Donc on aura à la fois une recherche d'ouverture dans les services et une recherche, je dirais, de tuning fin dans nos actions. Franck, vous voulez compléter ou... Oui, je dirais tout simplement, c'est que ces deux propositions, ces deux scénarios ne me semblent pas opposés. Ils sont au fond complémentaires. C'est sans doute en étant au bon endroit, au bon moment dans l'interaction avec nos clients, avec nos prospects, qu'on est en situation de répondre à ce qui est leurs usages, leurs besoins dans leur vie au quotidien. Et donc par là, de différencier notre activité, de nous différencier par rapport à la concurrence, mais également d'aller au-delà de ce qu'est le secteur assurantiel. Alors Franck, vous parliez d'être au bon endroit. Qu'est-ce que cela signifie exactement, être au bon endroit en termes de distribution ? Être au bon endroit, finalement, c'est se poser la question de la proximité. Se poser la question de la proximité parce que c'est la clé du développement commercial, c'est la clé du commerce, finalement, d'être proche de ses clients. Cela étant, la proximité, aujourd'hui, elle ne s'entend
peut-être plus de la même manière qu'auparavant. La proximité, elle n'est plus que, pas simplement géographique. Elle est plus que ça. Chez Allianz, nous parlons de proximité augmentée. Alors ça veut dire quoi, proximité augmentée? Ça veut dire que, bien évidemment, nous nous interrogeons sur, et nous travaillons à l'optimisation de nos points de vente. Je pense notamment aux 2500 points de vente des agents généraux Allianz France. Mais nous allons au-delà. C'est renforcer la présence, notre présence, celle d'Allianz, celle de nos agents généraux sur les médias digitaux, évidemment, et nous sommes en train de refondre les sites web de nos agents, mais c'est également travailler sur la génération de contacts qualifiés, de flux digitaux, bref, de leads, qui nous permettent de générer ensuite des affaires nouvelles. L'année dernière, chez Allianz France, la génération de leads, elle nous a permis de générer, au sein du réseau de nos agents généraux, à peu près 25 000 affaires nouvelles. C'est considérable, c'est très très important. Mais au-delà de ça, eh bien, nous nous interrogeons sur des nouveaux formats de distribution. Alors des nouveaux formats de distribution pour précisément répondre à des besoins là où nous ne sommes pas forcément présents, du reste pour des questions, j'allais dire, de densité de population, de densité d'entreprise. Et nous avons lancé en début d'année ce que nous avons baptisé une agence mobile, c'est-à-dire un camion qui était ménagé comme une agence. On peut faire... on peut souscrire, on peut gérer un signe, enfin bref, on peut faire tout ce qu'on peut faire dans une agence, absolument, mais on le fait dans un camion. Et nous avons un premier agent qui, établi en Lozère, a fait le pari de se lancer dans cette aventure. Et donc aujourd'hui, il a organisé une tournée, 5 jours par semaine, 5 remplacements dans des zones où la densité n'est pas forcément la plus importante. Et ça lui permet de rayonner très largement. C'est un nouveau format de distribution. Mais on en a d'autres. On a inauguré, il y a maintenant quelques semaines, dans la région du Mans, ce que nous avons appelé Allianz Cube. Allianz Cube, c'est comme une sorte de conteneur, mais qui est aménagé totalement comme une agence. Là aussi, on peut tout y faire. On peut souscrire, on peut gérer, on peut recevoir évidemment des prospects et nos clients. Mais l'objet de cette Allianz Cube, c'est d'être une agence éphémère, d'être un pop-up store, c'est-à-dire d'être posé à un endroit, dans une zone d'activité, sur un campus, pendant quelques semaines, quelques mois, ou sur un événement sportif ou un événement culturel pendant quelques jours. Et tout ça en complément des réseaux agences installées avec un... C'est une façon de densifier notre maillage sur le territoire. Là, au bon endroit. C'est ça, être là au bon endroit, et c'est surtout nous rapprocher de nos prospects, de nos clients. D'accord. Parfait. Jocelyn, le positionnement de la mutuelle familiale se traduit peut-être, vous allez me dire si je me trompe, par sa baseline complémentaire de vie, oui. Ce qui laisserait sous-entendre que vous êtes là au bon moment dans la vie de vos assurés. C'est quoi être complémentaire de vie pour une mutuelle en termes de services ? Alors, une remarque préliminaire, Jean-Luc, si vous me le permettez. Le terme de baseline, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il laisse à penser que c'est un concept créé et voulu par des communicants. Or, ça n'est pas du tout le cas. Avant de répondre à votre question... signature. Oui, non, mais je l'entends. Je sais que techniquement, ça s'appelle une baseline, mais c'est vrai que voilà... c'est une signature, ça traduit assez mal ce que c'est, finalement. Voilà. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste rappeler que nous avons 80 ans d'histoire au sein de la mutuelle familiale et que ces 80 ans, au fond, nous ont permis de nous forger une ADN qui nous est propre et des valeurs qui nous sont propres. Des valeurs de solidarité, de non-lucrativité, d'entraide, et même, au bon moment, de bienveillance, la population, aussi. Effectivement, en a besoin. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à l'occasion des rencontres que nous effectuons avec nos adhérents, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ce sont ces propres adhérents qui nous ont dit, mais au fond, passer de l'intention à l'action. Et c'est de là que nous est venu le concept de complémentaire de vie, et qui consiste à dire, au fond, bien, je vais assister je vais aider mon adhérent tout au long de sa vie. Lorsqu'un adhérent arrive chez nous, il est étudiant. Probablement qu'il va travailler un jour, il va se marier, avoir des enfants, peut-être malheureusement divorcer. Peut-être qu'il sera dépendant, il partira à la retraite et bien sûr... et on y passe tous, il finira par décéder. Eh bien, c'est derrière chacun de ces moments de vie, des services associés. Nous avons des services associés. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue. Je voudrais signaler 2 points quand même. Le premier, c'est que d'abord, les premiers services, ça reste notre cœur de métier. Je ne vais pas revenir sur la question de tout à l'heure, mais autour de la complémentaire santé. Eh bien, moi, je suis arrivé récemment à la mutuelle familiale. J'y suis depuis le mois d'août. J'ai été très surpris de voir la façon dont étaient gérées les cotisations, par exemple.
C'est-à-dire que lorsqu'il y a un incident de paiement, nous n'allons pas directement actionner les différents dispositifs que nous permet d'actionner le législateur. Voilà. Donc on appelle l'adhérent. On voit avec lui ce qu'il est possible de faire, si on peut étaler plus les échéanciers. On essaie de comprendre ces situations avant de passer, évidemment, il y a un moment où on ne peut pas être que philanthrope, de passer à une phase plus contentieuse. On fait la même chose lorsqu'on a des gros prélèvements qui arrivent. Typiquement, je parlais de divorce tout à l'heure, parfois on sait... que dans les moments de difficulté financière. Dans les moments de difficulté, voilà, on essaie de comprendre et à nouveau on étale. Voilà, donc on fait des choses de ce niveau-là. Autre point, et je ne peux pas ne pas la citer, puisque nous avons reçu un Argus d'or récemment. Bon, félicitations. Merci. Sur une prestation qui, pareil, vient de la base. Ce sont nos adhérents qui nous ont dit, mais au fond, si vous instituiez la solidarité familiale. Donc l'idée, elle est toute bête, et on se le rappelle, et surtout à la mutuelle familiale, que c'est la famille, c'est le premier noyau, c'est celui dans lequel on se réfugie quand tout va mal. Enfin, c'est la valeur refuge ultime, surtout en cas de crise. Eh bien, ces adhérents nous ont dit, vous devriez organiser une solidarité à l'intérieur d'une même famille, donc entre l'ouvrant droit et les ayants droit, dans un même contrat, sur un certain nombre de prestations, notamment les chambres particulières. Vous avez des hospitalisations qui parfois sont très longue durée. Or, les contrats prévoient tous, et heureusement, des limitations. Et bien, l'idée, c'est de permettre à l'ouvrant droit ou à l'ayant droit, ça peut marcher dans les deux sens, de bénéficier des prestations de l'ouvrant droit ou de l'ayant droit. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Je voulais donner la parole à Antoine, parce que... Si je ne m'abuse, si j'ai bien compris le monde dans lequel j'évolue, le rôle de l'assisteur est historiquement d'être là au bon moment et au bon endroit. C'est bien ça, je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait. Vous êtes plus particulièrement, orienté sur les services connectés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Antoine ? Alors, pour répondre à la première question, en fait, c'est vrai que l'assistance, traditionnellement, elle se définit comme la capacité de répondre en temps réel avec la mise en œuvre des services adéquats. D'accord ? Donc ça, c'est le métier traditionnel de l'assistance. Et en fait, aujourd'hui, on évolue sur deux grandes tendances. La première tendance, c'est, au-delà du temps réel, c'est chercher le bon timing. C'est-à-dire la juste adéquation dans le temps de l'action que nous allons produire. Et la deuxième recherche, c'est que les services que nous allons apporter, qui apportent de la valeur, doivent également être porteurs de sens. Le sens, c'est ce qui va faire la valeur à la fois par rapport à nos bénéficiaires, à nos assurés, mais également par rapport au travail de nos équipes. Donc ça participe de l'ancrage territorial et de l'engagement sociétal de nos sociétés. 3 exemples très concrets, en fait, aujourd'hui, dans nos métiers. Dans le secteur de l'habitat, typiquement, le métier de l'assistance est passé finalement de la gestion d'alarme à une attitude de prévention. Et nous favorisons aujourd'hui des dispositifs de prévention qui apporte évidemment un service différent. En amont du risque. En fait, c'est simplement, mieux vaut prévenir que guérir. Donc c'est un réflexe d'assureur, évidemment, mais également un sens et une portée beaucoup plus importante dans la relation que nous avons avec les sociétaires. Le deuxième élément, c'est le domaine de la santé. Donc la santé, aujourd'hui, c'est effectivement la santé connectée, l'accompagnement des parcours de vie. Je crois que l'exemple qu'évoquait mon prédécesseur, donc Jocelyn Varroux, est assez exemplaire dans cette notion justement d'apporter quelque chose qui ait du sens au-delà de la simple valeur que nous attendons tous, évidemment, du service contractuel du service. D'accord ? Il y a une portée qui va au-delà et qui répond bien, je pense, notamment à l'attente des jeunes générations. Et dans le domaine du véhicule connecté, dans le domaine de l'automobile, nous allons aujourd'hui essayer de capter la douleur des véhicules avant qu'elle ne devienne la douleur de vos clients. Et évidemment, pour apporter le service nécessaire. Ça veut dire que par rapport aux événements traditionnels, nous allons intervenir avant, pendant et après les événements. D'accord. Donc, c'est le métier historique de l'assisteur. On a une évolution réglementaire que l'on ne peut pas ne pas évoquer du 31 mars 2018, le système d'appel d'urgence automatique e-call, qui est fondé sur le numéro européen 112 et qui est devenu obligatoire dans toute l'Union européenne pour les nouveaux véhicules, de voitures particulières et de véhicules légers. Alors, si je ne m'abuse, l'e-call aujourd'hui, concrètement, ce n'est que 2% du parc équipé. Donc l'e-call, c'est être là pour être au bon endroit et au bon moment, dans sa voiture, quand on a un souci. Quel est votre point de vue, Antoine, sur ce sujet ? Alors, je répondrai en fait à 3 niveaux. Le premier, c'est que historiquement, l'e-call, c'est une technologie un petit peu ancienne, qui a démarré en fait il y a une quinzaine d'années en Europe et notamment en France avec le groupe PSA et pour IMAP particulièrement. Cette activité d'e-call qu'on appelle privée, elle s'est développée progressivement dans les segments premium, donc les marques premium, les segments premium des marques,
pour atteindre aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, à peu près 2% du parc de véhicules légers qui soit équipé en France. C'est bien, mais c'est peu. C'est peu pour un dispositif de sécurité routière. L'élément majeur et qui est un élément essentiel de transformation, c'est que ce dispositif est devenu obligatoire. Et en ce sens, effectivement, le réglementaire va pousser l'innovation pour rendre obligatoire un dispositif qui est un dispositif de sécurité tertiaire destiné à réduire la traumatologie routière et les accidents sur les routes. Maintenant, ça nous pose la question de la troisième étape. Alors, simplement, sur la partie l'e-call obligatoire, on rappellera que les assisteurs, représentés par le CNSA, donc ont conjointement avec le soutien des assureurs, pris une position de place très significative, puisqu'aujourd'hui, ce sont les sociétés d'assistance en France qui vont opérer pour le compte de l'État la gestion de la réception et de l'orientation de toutes les alertes e-call 112. Ceci étant dit, on va être sur un développement extrêmement long, puisque, comme vous l'avez rappelé, on n'équipera que les nouveaux types de véhicules. En clair, il faudra à peu près 10 ans pour que le parc médian de véhicules légers soit équipé. Le parc médian. Le parc médian, 50% du parc. Quand on parle de traumatologie routière, c'est un petit peu questionnant. Excusez-moi, Antoine. L'Union européenne parle de 2500 vies sauvées si 100% du parc automobile était équipé, dans l'Union européenne, hein, bien sûr. Vous partagez cette estimation ? Alors, nous sommes sur des estimations qui datent un petit peu d'une époque où il y avait 50 000 morts sur les routes d'Europe par an. Et aujourd'hui, fort heureusement, la traumatologie routière s'est considérablement réduite, même si des efforts restent à faire. Ce que l'on s'estime aujourd'hui, les experts estiment que 4% à peu près des tués pourraient être évités et 6% des blessures graves, ce qui est déjà très significatif. Clairement, aujourd'hui, 600% du parc était... 600% ce qui ne sera pas le cas avant 600% quand même, du parc était équipé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui si on ne fait rien. Voilà. Mais ça veut dire que concrètement, les plateformes d'IMA d'urgence aujourd'hui, on sauve des vies tous les jours. Oui, c'est le métier de... On sauve des vies tous les jours. C'est une partie de l'école votre métier. privée, c'est 100 000 alertes par an sur nos plateformes, on sauve des vies tous les jours. Maintenant, il reste la question de l'après. Et l'après nous questionne sur deux cibles particulières. D'une part, les jeunes conducteurs. Moi, j'ai un fils qui a 25 ans. Avant qu'il achète un véhicule neuf équipé de nouveau type, etc., il se passera un certain nombre d'années. Donc, la question, c'est l'aftermarket. Notre conviction, c'est que les mois qui vont venir vont voir sortir sur le marché des solutions qui pourront permettre de répondre aux mêmes besoins pour les véhicules de seconde main. Simplement, la précaution, c'est que ces dispositifs doivent être homologués. Et si possible, faire répondre au standard e-call. La deuxième cible, ce sont les motards. Les motards sont surexposés. Aujourd'hui, la réglementation européenne ne prévoit pas de dispositif de sécurité pour les motards. C'est pour cette raison qu'IMA accompagne plusieurs projets, notamment de start-up sur le domaine national, qui vont proposer des solutions permettant d'aller vers l'accès à une solution d'appel d'urgence pour l'ensemble des motards. Pour nous, c'est promouvoir une mobilité sécurisée pour tous. Pour tous, c'est parfait. Je voudrais revenir 30 secondes sur ce que disait Antoine tout à l'heure. Il nous dit que la réglementation pousse l'innovation. Vous avez une réaction ? Est-ce que c'est toujours la réglementation qui pousse l'innovation ou Alors chez nous, on a un acronyme, c'est RAI, Résistance, Action, Innovation. C'est quelque chose qu'on voit partout à la mutuelle familiale. Donc oui, évidemment... c'est affiché dans... Pratiquement. D'accord. Donc oui, l'innovation, pour nous, elle est au cœur du sujet, mais on l'appréhende avec le souci permanent de la proximité. C'est-à-dire que... Mais oui, mais est-ce que la réglementation favorise l'innovation ? C'était quand même la question. Oh oui, évidemment. Oui. Oui. Systématiquement ou pas ? Franck ? Oui, parce qu'au fond, la question qu'on se pose lorsqu'on doit adresser une nouvelle réglementation, c'est-à-dire de nouvelles exigences, de nouvelles contraintes, c'est comment transformer ces contraintes en opportunités. Et les derniers mois et les mois à venir sont remplis d'exigences réglementaires, de nouvelles contraintes réglementaires et donc de nouvelles opportunités. Donc on ne fait qu'attendre que la réglementation évolue pour innover, c'est un peu ça l'idée ? Non, je pense que la concurrence est évidemment un vecteur, un moteur d'innovation. Comment se différencier par les uns des autres, évidemment. Et donc l'innovation est au cœur, en tout cas chez Alliance France, est au cœur de ce que nous pouvons mener comme transformation, et notamment pour répondre aux usages de nos clients. J'ajouterais, si oui, vous permettez Jean-Luc, oui. Effectivement la réglementation, mais également la normalisation. Très clairement, enfin, c'est pas forcément ce qu'on va développer ce soir, mais sur les solutions d'assurance connectée, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions qui existent sur le marché et on manque un peu de standards communs. Or, la réglementation ou la normalisation permettent finalement d'échanger des informations sur des langages convenus, d'une façon convenue, et à ce moment-là, ça favorise
une concurrence, je dirais, loyale entre les acteurs, mais aussi la sécurité des usagers, ce qui est très important pour nous. Franck, je reviendrai un petit peu sur votre actualité. Vous avez également une actualité qui n'a pas encore, si j'ai de bonnes informations, été annoncée, en tout cas en externe, Allianz, et que vous voulez nous évoquer. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est un programme de partage de compétences, c'est ça? Alors c'est plutôt un programme de complémentarité entre réseaux, s'il fallait le résumer. On parlait d'innovation à l'instant, c'est quelque chose qui était très très important pour nous chez Allianz France, et il se trouve que dans notre transformation de la distribution et plus généralement d'Allianz France, nous nous préoccupons de plusieurs objectifs, de plusieurs attentions à l'égard de nos clients, et je pense notamment à l'enrichissement de l'expérience client au moment de l'acte d'achat, de souscription. Je pense également à la productivité commerciale, quels sont les outils, quelles sont les innovations digitales, les leviers qui nous permettent d'augmenter notre efficacité commerciale, et puis également la manière de générer des flux dans nos agences, par exemple, auprès de nos conseillers, c'est-à-dire comment augmenter le nombre d'interactions entre des prospects, des clients, nos clients et nos intermédiaires. Et dans ce cadre-là, nous avons... nous misons sur la complémentarité entre nos réseaux. Je pense au réseau d'agents généraux d'Allianz France et au réseau salarié Allianz Expertise et Conseil. Nous misons finalement sur le fait que cette complémentarité entre des réseaux qui sont spécialisés, spécialisation pour le réseau Allianz Expertise et Conseil autour des sujets patrimoniaux, protection sociale, ce sont 1800 conseillers sur le terrain, et également la multi-spécialisation de nos agents généraux Allianz France. Et comment combiner tout cela? Eh bien notamment en créant une sorte de réponse à 360 degrés aux besoins de nos clients et notamment aux besoins des clients du réseau salarié. Et dans le dispositif que nous venons de lancer, donc c'est l'actualité du moment, nous l'avons lancé au mois d'avril, eh bien, les 1800 conseillers du réseau Allianz Expertise et Conseil se trouvent en position de pouvoir recommander à leurs clients, qui sont équipés en patrimonial, équipés en protection sociale, de pouvoir recommander les compétences d'un agent général pour répondre à leurs besoins en termes de couverture IRD. Et c'est cette recommandation qui forme un jeu d'équipe, une complémentarité entre les réseaux. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ce sont 600 agents généraux d'Allianz France qui ont accepté de rentrer dans ce dispositif, où ils reçoivent des recommandations des conseillers protection sociale et financiers du réseau Allianz Expertise et Conseil. Et aujourd'hui, c'est le lancement, on est dans cette phase de lancement, mais on est déjà sur plus de 60 recommandations par jour. D'accord. Entre le réseau salarié et le réseau d'agents généraux. Et ça, c'est une manière d'innover en faisant jouer entre eux nos réseaux à l'ADN très différents, mais qui répondent à un objectif qui est celui de, à la fin, de répondre aux besoins de nos clients. Ce programme a un nom particulier? Oui, on parle de passerelle. Voilà. Passerelle entre le réseau d'agents et le réseau Allianz Expertise et Conseil. C'est un mot qui a du sens. Et d'ailleurs, il me permet de faire une passerelle vers l'autre continent, le continent africain, où nous avons le plaisir d'avoir en direct Monsieur Bachir Badou, qui est directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Je pense que vous nous entendez? Oui, tout à fait. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre. Alors vous êtes dans l'actualité, vous aussi, puisque vous organisez tous les ans maintenant un événement de plus en plus important, le rendez-vous de Casablanca. Gros succès pour cette édition qui s'est terminée, je crois, il y a une dizaine ou une quinzaine de jours. Cette année, vous aviez choisi le thème de la disruption en assurance. Que pouvez-vous nous dire en termes de principaux enseignements de cette édition et quels sont les sujets majeurs qui ont été évoqués parmi les nombreux que j'ai vus sur ce rendez-vous? Écoutez, tout d'abord, je vous remercie de m'inviter à prendre part à votre plateau. J'en suis honoré et content de le faire.
Déjà, vous me direz, c'est de la vieille disruption que de pouvoir être présent, non pas physiquement, mais via des outils technologiques dans ce type de plateau. Donc, nous sommes très fiers du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. C'est un événement qui a réellement pris de l'ampleur ces 3 dernières années. On a reçu non seulement un grand nombre de participants, 1100 participants, mais surtout des intervenants de très haut niveau, et notamment du marché français. On a eu la chance et le privilège d'avoir avec nous Bernard Spitz. C'est la deuxième fois qu'il participe à notre rendez-vous, mais on a d'autres habitués, comme Patrick Raffort qui vient, je pense, depuis la première édition, il n'en a raté aucune. Alors, on a choisi la disruption. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les problématiques deviennent mondiales. C'est clair que l'évolution dans les pays occidentaux, notamment le marché français, sont bien plus importantes que celles qu'on peut connaître chez nous. Mais il ne faut pas ignorer une chose, c'est qu'au niveau des marchés émergents, il y a des expériences très intéressantes en matière d'utilisation des nouvelles technologies. Ça permet très souvent de prendre des raccourcis dans le développement. Si on prend par exemple le monde de la banque, une banque qui veut se développer, accélérer son développement en Afrique, ne va certainement pas le faire par des réseaux physiques. C'est coûteux, c'est lourd. Et aujourd'hui, avec les mobiles, bien sûr, avec les mobiles et tout ce qu'offre le digital, une banque ira directement vers un environnement digital. Alors, on a eu de très belles expériences qui ont été présentées, pour n'en citer qu'une. oui. Elle nous vient du Kenya. Donc au Kenya, il y a une société d'assurance qui couvre le monde agricole contre des périls liés aux inondations, à la sécheresse. Et aujourd'hui, l'agriculteur souscrit une couverture d'assurance via son portable, via son GSM, et l'indemnisation se fait sur observation sur la base d'images satellitaires. Et lorsque les images satellitaires montrent que la région dans laquelle se trouve cet agriculteur a été touchée par un des périls couverts, ben, il reçoit son indemnisation de manière automatique. Et tout ceci est facilité par l'opérateur télécom, aussi bien pour le paiement de la prime que pour le paiement des sinistres. Donc voilà une expérience totalement disruptive. À aucun moment, l'assuré n'a un contact physique directement avec l'assureur, et ça se passe au Kenya. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Et donc là, on voit aussi que, y compris en Afrique, l'assureur est là au bon moment et au bon endroit. Par rapport à cet exemple au Kenya que vous nous avez évoqué, est-ce que vous pouvez nous dire, donc vous êtes en train de nous dire que l'innovation est présente en permanence, y compris sur le continent africain, et parfois peut-être même un peu plus en avance sur certains sujets que nous. Quel est le rythme de la transformation, pour terminer, de l'innovation du secteur de l'assurance sur le continent africain ? Ben écoutez, d'abord, ça va très vite, ça dépend des pays, hein. Moi, je parle du mien, donc le Maroc. Nous sommes un peu la transition entre le nord et le sud. D'abord, par notre position géographique, et deux, par le stade de développement de notre pays et de notre marché de l'assurance. Nous sommes le deuxième marché africain après l'Afrique du Sud. On est un marché, je dirais pas mature, mais quand même relativement développé, avec des acteurs de taille continentale. Beaucoup d'assureurs marocains sont présents en Afrique. On a la présence avec nous de grands acteurs mondiaux. AXA est présente, Allianz est présente, le groupe Sogecap est présent. Et tout ceci crée de l'émulation. Et les acteurs sont conscients qu'il faut qu'ils réussissent leur transformation digitale et non pas attendre que le pays soit encore plus développé. Donc, parfois, on a l'impression de mettre la charrette avant les bœufs, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors, je vais vous donner un ou deux exemples. Oui, rapidement, parce que... Oui. Oui, très rapidement. Tout à l'heure, le collègue d'Allianz parlait de l'agence mobile. Par exemple, aujourd'hui, à Casablanca, au Maroc, c'est une réalité. On a l'expertise mobile. Donc, vous avez une petite camionnette qui est équipée. Lorsque quelqu'un a un accident, il appelle une plateforme qui est l'assisteur. L'assisteur donc contacte cette plateforme mobile qui se rend sur le lieu du sinistre. L'expertise du véhicule est faite sur place avec une connexion avec la société d'assurance. On fait une proposition sur place à l'assuré, et s'il est d'accord sur les montants de l'évaluation des préjudices subis, il reçoit un règlement sur place. Voilà un exemple de disruption
Qui montre exemple assez qu'au-delà de la disruption, l'assurance est en mouvement, que ce soit en France, en Europe ou même sur le continent africain. Pour terminer ce plateau, vous restez avec nous, Monsieur Badou. Une conclusion rapide sur cette question qui est un petit peu le thème majeur de notre débat. L'assureur doit être là au bon moment, au bon endroit, mais aussi dans le quotidien de la vie de ses assurés, c'est ça ? Peut-être que pour rebondir sur ce que dit M. Badou, voilà, très rapidement, en tout cas, le groupe IMA est présent au Maroc, depuis en partenariat avec le groupe Attijari Wafa. Et pour nous, c'est vraiment une très très belle success story, le développement de l'activité au Maroc. Vous avez évoqué, M. Badou, la complémentarité entre l'assureur et l'assisteur dans ce pays également. Et également une porte ouverte, être au bon endroit au bon moment, c'est aussi une porte ouverte sur l'Afrique subsaharienne. Donc oui, ça reste certainement le Maroc et fait partie des sites intéressants à explorer pour nos sociétés. Oui, je crois pour conclure, c'est que le point le plus important, c'est la manière comment entretenir et renforcer cette proximité que nous pouvons avoir avec nos clients, avec nos prospects. Et cela passe finalement grâce à l'innovation, ça passe par des idées nouvelles, à la fois comme on a pu les évoquer tout à l'heure, ou des services comme on a pu aussi du côté de l'assistance en inventer, des services qui vont au-delà de l'assurance et qui permettent d'augmenter les interactions avec nos clients. Et on sait qu'en augmentant les interactions, on augmente la satisfaction de nos clients, et en augmentant la satisfaction, on augmente la fidélisation, et en augmentant la fidélisation, on augmente le multi-équipement. Et donc c'est bien une mécanique vertueuse qu'il faut trouver en étant au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir servir tous les usages, tous les besoins de nos clients dans leur vie quotidienne. Parfait. Un petit mot de conclusion très rapide parce qu'on a dépassé le timing. Alors je vais être très rapide pour aller au-delà du cœur de métier. Je regrette juste de ne pas avoir eu le temps de parler plus de prévention en matière d'assurance santé, mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine émission. Débat et d'autres échanges. Je vous remercie.